Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Comme depuis quelques semaines on vous dit bonsoir alors qu'en fait on devrait vous dire bonjour puisque bien évidemment cette émission elle est enregistrée. Et donc comme depuis les 4 dernières semaines nous sommes nous le dimanche après-midi à la maison bien tranquille pour enregistrer cette émission. Salut Quentin, comment tu vas? Ben bonjour, très bien et toi? Ah bah je vais très bien, regarde en plus aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil. Ça me rappelle juste que dès qu'on a fini ça, je vais devoir aller tondre la pelouse avant que le mauvais temps ne revienne. Donc je vais très bien. À dimanche quoi, une journée de Ouais, repos, comme d'habitude. tranquille. Et tu sais quoi, il faut qu'on prévienne les auditeurs. On n'est pas deux, on est trois. Ah oui, pour une fois. Oui, et encore on est dans une émission de nouveau belgo-belge. Eh oui, que des Belges aujourd'hui autour du micro, parce que nous avons une visiteuse qui vient du nord, hein, du très nord, qui nous rend visite, et alors évidemment pour le boulot, parce que accessoirement c'est mon binôme au niveau de la société CRPP Coaching en Belgique, et pour le moment j'ai besoin qu'elle soit près de moi pour travailler sur un gros projet, donc près, mais pas trop près quand même, et donc aujourd'hui nous avons Lucia. Bonjour Laurence, bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ben, très très bien, comme tu disais, le soleil, les oiseaux, le bonheur. C'est ça. En fait, t'as pris goût à la France. Hein. T'aimes bien de revenir nous faire un petit coucou. Hein. J'avoue que je me sens très bien ici. C'est ça, c'est ça. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons parler du thème dont Quentin avait lancé le sujet il y a 2 semaines. Et puis, entre-temps, on vous a fait une petite émission spéciale sur le coaching solidaire pour les personnes qui travaillent dans le domaine du social, du médico-social et du médical. Je refais un petit rappel par rapport à ça. Donc, qui aurait besoin de coaching, qui aurait besoin de moments de parole. Et donc, le MCC, la Fédération de coaching française, met à disposition de ces personnes des séances de coaching totalement bénévoles pour les aider à aller mieux. Donc, n'hésitez pas à demander des renseignements à ce niveau-là. Et Quentin, la dernière fois, tu nous avais lancé un sujet. C'était quoi? C'était la manipulation dans le grand terme de la manipulation qu'on approfondira un peu plus ici. Et je dis aussi pourquoi je l'ai... Oh, bah, tant qu'à Ah faire. oui, tant qu'on y est. C'est surtout parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, en particulier en ce moment-ci en plus. Vu que tout le monde est confiné chez soi, c'est je veux dire, plus facile entre guillemets, de pratiquer la manipulation sur autrui. Tout à Mais fait. même en général, c'est un thème qui touche beaucoup de monde et qui est un peu tabou. Donc c'est bien de pouvoir l'expliquer et le développer un peu. C'est ça, on va aborder donc le sujet de la manipulation, on va parler de la manipulation en règle générale, ce que c'est la manipulation, on va voir la manipulation de masse et des médias, parce que là pour l'instant clairement on est dedans, on verra si c'est la même chose de ce côté-ci de la frontière ou de l'autre côté de la frontière avec Lucien, et après on rentrera vraiment dans ce qu'on appelle le pervers, enfin, la manipulation pervers narcissique, avec le côté victime et persécuteur, et voir c'est quoi un pervers narcissique, comment ça fonctionne, comment on peut les identifier, et surtout comment on peut s'enfuir et s'en débarrasser le cas échéant. Donc on vous donnera quelques petites recettes, je sais pas moi, des pelles, des pioches, on avisera à la fin de l'émission. Voilà, alors qui dit manipulation dit une personne qui veut, on va vous donner la définition exacte après, mais une personne qui veut vous faire faire ce que vous n'avez pas nécessairement envie de faire. Et alors la première musique qui m'est venue à l'esprit en pensant à ça, évidemment c'était ce qui arrive à un moment donné dans toute soirée, dans tout baptême, dans tout mariage, dans toute cousinade, cette fameuse musique, cette fameuse farandole, où à un moment donné, même si on n'a pas envie d'y aller, on se fait soit embarquer par quelqu'un, soit on se dit bon allez, je vais quand même y aller, pour pas rester le sol blaireau sur ma chaise, et on est parti avec la bande à Basile. Allez hop, attention, mets tes 2 pieds en canard. Voilà, c'est parti, je me tais. Voilà, la bande à Basile. Essaye de parler toujours vers le micro. C'est compliqué, mais... Et qui oui, je vais essayer. Vers le micro, parce que D'accord. sinon, si le son il va faire gauche, droite. C'est ça, droite. c'est comme les méditations. Voilà, la bande à Basile, j'espère que vous avez fait la chenille dans votre salon, hein, avec les enfants, avec le chien, le chat et toute la clique. Revenons à notre manipulation. Il faut savoir, alors tu disais tantôt Quentin, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu tabou, et d'un autre côté, c'est un sujet qu'on utilise un petit peu à tort et à travers. Maintenant, manipulation, on met ça derrière à peu près tout. Donc ça, on va voir avec Lucia, vraiment de donner la bonne définition au bon moment
pour que ce soit vraiment adapté à la situation. Mais la définition de la manipulation selon la psychologie, donc manipulation mentale ou manipulation psychologique, c'est une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. Alors là, je sais que vous avez tout compris. C'est d'une clarté incroyable. Donc, pour pouvoir dépatouiller un peu tout ça et que ça devienne un peu plus clair, je vais laisser la parole à notre experte, Lucia, et donc qui va nous expliquer ce que c'est réellement la manipulation, mais surtout les différents types de manipulation. Je t'en prie. Merci Laurence. Donc en effet, selon Jacques Regard, donc un spécialiste qui s'est penché sur cette question et qui a approfondi les types de manipulation, il en a recensé 3. Donc la première manipulation est la manipulation positive, dit de type 1, où l'intention du manipulateur est toujours bonne, utile, agréable pour celui qui en fait l'objet. Ouais, c'est une femme, quoi. C'est ça. Oui, maman. Ah bon, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est quand on veut un truc et qu'on essaye de faire les choses pour le bien de tout le monde. Voilà, exactement. Ça On est fait bien du d'accord. bien, ça ne fait de mal à personne. Donc ça, la manipulation positive, on la vit tous, sans Mhm. doute. Ah oui, c'est ça. Et elle est parfois très utile pour éviter aussi certains conflits. On verra ça plus en détail après. Deuxième type de manipulation, la manipulation égocentrique, où le manipulateur fait tourner le monde autour de ses intérêts personnels, sans se soucier des conséquences pour ses victimes. Mhm. Là, tout de suite, c'est moins marrant. Là, on rentre vraiment dans quelque chose de négatif. Mais il y a pire. Et voici le troisième type, c'est la manipulation malveillante, où l'intention du manipulateur à caractère paranoïaque, consciente et volontaire est la malveillance et la destruction d'autrui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo un peu plus en détail sur chaque thème? Bien sûr, je peux tout faire. Oula, attention, parce que là, tu Non, tu ouvres des portes. Je retire ce que j'ai dit. Donc, en effet, la manipulation positive, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de sympa. C'est la maman avec son enfant qui, plutôt que de lui dire non, là c'est mon exemple, par exemple personnel, j'ai un petit garçon qui ne supporte pas le mot non. Et donc, j'ai appris très vite. T'es aussi la mère de Quentin? Non, on a dû avoir les mêmes C'est fils. ça, on a dû avoir les mêmes, je pense. Et donc, quand mon petit garçon me demande s'il peut faire quelque chose et que la réponse va être non, plutôt que de lui dire non, je préfère lui dire oui, on pourra le faire après le souper, après le dîner, on est en France, ou quand tu auras rangé ta chambre, etc. Donc ça, c'est de la manipulation positive. Et on amène quelqu'un à faire ce qu'il doit faire, on ne va pas contre lui. On a aussi l'exemple d'une infirmière qui affirme que tout ira bien avant la piqûre. Le dentiste qui te dit que ça fera pas mal. Exactement, voilà. Ça, c'est de la manipulation positive et je dirais même parfois nécessaire. Aussi. Voilà. Quentin, tu as... Que je te Pardon. coupe, oui, excuse-moi. Tu as des commentaires sur la manipulation positive? Vu que tu en as fait l'objet pendant de longues années. C'est même pas vrai d'abord. Notamment, mais à part ça, non, mais surtout, oui, je ne crois plus les médecins et les dentistes. Ça, c'est manipulation ou pas, je ne les crois plus. Et puis surtout, faut pas oublier que, ok, d'accord, j'étais peut-être un peu manipulée quand tu étais petit, et même encore maintenant d'ailleurs aussi, mais je pense que tu as surtout pris des cours. Et que... Ah oui, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est J'ai ça. bien T'as le bac, appris par le maître, t'as le bac avec mention là-dessus. Le maître m'a bien appris. D'accord, c'est ça, il me semblait bien. Inconsciemment, mais bien appris. C'est ça. Parce que ça se transmet aussi, cette à manipulation fait. positive en Tout à général. fait. C'est un art de mère en fille en général. C'est ça. Mais parfois, on a des exceptions. Donc, la manipulation égocentrique. Donc, celle-ci, elle va être un petit peu plus, un peu moins sympa, comme on avait dit tout à l'heure. Dans ce type de manipulation, le manipulateur est un individu qui ne songe qu'à ses intérêts, sans se préoccuper ni des autres, ni du malaise que sa conduite peut générer. C'est ce manipulateur qui fera tout pour vendre des encyclopédies aux personnes âgées, sans se préoccuper de l'intérêt de celle-ci. C'est ce même manipulateur qui va mettre des bâtons dans les roues de ses collègues pour bien se faire voir de la direction, ou obtenir la promotion à leur place.
c'est ce manipulateur qui fait des promesses à tour de bras pour être élu, ou celui-ci enseignant qui terrifie sa classe. Quand les hommes politiques, c'est des manipulateurs, c'est un scoop ça. Ben, je pense que ça c'est un sujet que nous devons manipuler avec des pincettes. C'est ça, c'est ça. Surtout à l'heure actuelle, on en parlera juste après. Hein. La manipulation de masse. Le manipulateur de type 2, donc égocentrique, n'agit pas par méchanceté forcément, mais il ne cherche pas non plus à nuire, il ne cherche à nuire à personne en premier, mais par contre il ne pense qu'à ses intérêts. Et donc si, en pensant à ses intérêts, ça va nuire aux autres, ben c'est le même prix. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Quoi. Exactement. C'est cette personne Voilà. qui fait les choses et puis qui après va venir te dire « Ah bah tiens, j'ai pas fait exprès, désolé, Voilà. t'avais qu'à pas être sur mon chemin d'une Et- certaine manière. » Exactement, il a pensé à ses intérêts, si vous étiez là, tant pis pour vous. Donc on voit ici que le marketing est devenu un expert de ce type de manipulation pour que les clients achètent évidemment les produits. Donc je rebondis sur ce que tu dis, c'est un petit peu comme quand on va au magasin où en fait tu vas dans les rayons, tu arrives avec ta liste de courses où il te faut 3 choses et au final tu ressors avec ton caddie qui est plein parce Exactement. que évidemment on t'a mis tellement de choses et on t'a montré tellement de choses dont tu n'as absolument pas besoin, mais qui peut-être potentiellement, on ne sait jamais, hein, peut toujours servir. Vont faire que tu vas à un moment donné suivre les conseils qu'on t'a donnés d'une certaine manière, mais que ça va quasiment que dans le sens du magasin. Parce Tout à fait, donc la hauteur où les produits sont placés, l'ordre dans lequel ils sont placés, tout ça est étudié pour que le consommateur achète évidemment. Par exemple, on verra toujours que les grandes marques sont à la hauteur des yeux. Parce que c'est eux qui ont le plus d'argent pour financer cette place-là du rayon, parce que la place du rayon se paye cher. Ou alors, on a aussi les petits échantillons, genre les petits morceaux de pizza à l'entrée du magasin, et des petites choses comme ça. Et alors, on a fait des études où on voit, en effet, que en 2 cas sur 3, quand il y a des petits échantillons de nourriture à l'entrée du magasin, les gens ressortent avec le produit qu'ils ont goûté dans leur caddie. C'est ça. C'est pareil pour les promotions. Aussi. Tu te Exactement. retrouves à acheter des trucs 3 ou 4 exemplaires, alors qu'en fait, tu n'en as besoin que d'un. Et puis Voire après, ou voire pas du tout. Et puis c'est vrai de te dire, ah oui, mais bon, voilà, on les a. Et c'est vrai que ça me rappelle un grand débat avec ma maman, hein, qui nous écoute certainement, où avant, quand j'allais faire les courses et que j'étais toute seule et que bon, j'avais pas des revenus énormes, j'achetais à la pièce. Et qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'achetais pas le truc qui était 2 plus 50% pour le troisième, parce que fatalement, il fallait sortir beaucoup plus d'argent en une fois. Alors oui, c'était intéressant, on est bien d'accord, sauf qu'au moment même, il fallait sortir plus d'argent en une fois. Exactement. Donc c'est toujours le problème de quel est mon intérêt par rapport à l'intérêt de l'autre, et dans ce cas-ci, l'intérêt du magasin. Voilà, ici, c'est bien ce que tu dis, Laurence, parce que je pense que la bonne question à se poser, pour éviter de toujours tomber dans la surconsommation, c'est vraiment, est-ce que j'en ai besoin ? Et non pas envie. Exactement. Bon, il faut aussi des fois se faire plaisir. Hein. Oui. On ne dit pas qu'on ne peut plus, mais c'est vrai qu'on tombe vite dans l'autre extrême. Donc ici, moi je pense qu'on peut regrouper ces 2 types de manipulation dans la case, il n'y a pas d'intention de nuire. Même s'il y en a une où ça ne nuit pas du tout et une où ça nuit un petit peu quand même si on est dans le chemin. Mais en tout cas, l'intention première n'est pas de nuire. Et voici donc la troisième, la type 3, la manipulation malveillante. Par contre, ce dernier type de manipulation, lui, il est bien marqué par la tentative consciente et volontaire de destruction d'autrui, du manipulateur. Son but est de ruiner les actions d'un individu, de détruire un aspect de sa personnalité, de nuire à ses intérêts. C'est une intention malveillante et dissimulée. D'accord. C'est dans ce cadre-là, dans ce type 3 qu'intervient le fameux manipulateur pervers narcissique dont on parlera un peu plus tard. Exactement. Donc un manipulateur narcissique n'est pas non plus un pervers narcissique. Il y a encore un degré de différence, mais on en est très très proche. Je pense que la frontière est très mince et que de toute façon, dans les 2 cas, la personne qui subit cette manipulation est très malheureuse et souffre. C'est ça. Donc oui, on va la développer juste après. Alors,
Comme on est en émission belgo-belge, on ne pouvait pas faire autrement que de mettre en plus une chanteuse belge, tant qu'à faire. Allons-y gaiement. Donc, c'est-à-dire que j'ai choisi de mettre Angèle avec oui ou non, parce que dans cette chanson, elle explique aussi ce côté où pourquoi est-ce que tes sourires me font plus de bien que ceux des autres, tu me dis oui maintenant et puis tu me dis non après, donc ce genre de personnage aussi qui souffle le chaud et le froid en permanence, on le verra un peu plus tard. Donc c'est parti pour Angèle, oui ou non. Alors, après cette manipulation et ces 3 types de manipulation, surtout, moi j'ai envie de revenir là tout de suite maintenant, mais alors on va pas rester très longtemps sur le sujet, rassurez-vous, mais sur la manipulation de masse et surtout la manipulation des médias. On en a parlé tout à l'heure, cette fameuse manipulation de type 2. Pourquoi ? Parce qu'on y est confronté depuis maintenant 2 mois. À cette manipulation qui nous fait croire des choses qui sont peut-être pas toujours nécessairement véridiques, mais qui surtout nous balaye un petit peu dans toutes les émotions, et tout le monde est un peu en train de jouer dans l'ascenseur émotionnel pour le moment. Et avant de débattre un petit peu de ça, je voudrais rappeler que dans toute situation auquel nous sommes confrontés, on a en fait 2 filtres pour pouvoir regarder une situation. La première, c'est la peur. C'est toujours cette émotion-là qui arrive. Ou l'amour. L'amour avec évidemment le grand A, donc l'amour inconditionnel. Donc qu'est-ce que cette situation m'apporte de bénéfique et de vraiment de bien pour moi ou pour les autres. Et la peur en fait est un outil évidemment de manipulation énorme, on le verra quand on reparlera des pervers narcissiques, mais c'est également la même chose au niveau des médias à l'heure actuelle. Lucia, toi qui es de l'autre côté de la frontière en temps normal, comment ça se passe en Belgique ? Est-ce que ce climat de peur et ce climat de manipulation est aussi présent que chez nous ? Bien Laurence, oui, en effet. D'abord, le journal télévisé, tout le journal télévisé ne fait que de parler de ça, donc il n'existe plus rien dans le monde à part ce qui se passe dans la Belgique, en tout cas pour nous en haut. Le fait de voir quand même tous les jours le nombre de morts par 24 heures, le fait que certaines choses comme les masques, etc., ne sont pas arrivées, qu'on n'est du coup pas protégé, qu'on ne sait pas non plus ce qui va se passer au-delà de 2 semaines. On est quand même à chaque fois trimballé par 2 semaines. Il y a des raisons pour qu'ils fassent ça, évidemment, ils ne savent pas non plus. Et il y a une logique. Mais nous, en tant que citoyens, tout ce qu'on reçoit comme information à la télévision, ce sont des choses très négatives, des choses qui font peur et de l'incertitude. Donc même si l'intention n'est pas de nous faire paniquer, et ça j'en suis pas très sûre, C'est ça. en tout cas c'est réussi quand même. Et y a des gens qui ne respectent absolument pas le confinement, mais pour quand même une bonne partie, il y en a qui le respectent. On est chez nous, on ne sort plus, on a peur, on n'ose plus faire d'activités, etc. Même celles qui sont autorisées, c'est ça que je veux dire. On va au magasin. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai été au magasin et que j'ai touché le caddie au début du confinement, je me suis sentie sale, les mains très sales, parce que j'avais l'impression que j'avais plein de bactéries sur les mains. Bon, la semaine avant, j'étais dans le même magasin, j'avais aussi une caddie et j'avais pas cette sensation. Alors qu'il était certainement tout aussi contaminé que... Tout à fait. Même pire, parce qu'à ce moment-là, on les désinfectait pas tous. Donc voilà, on a un petit côté psychose. En fait, même pour les choses autorisées, évidemment, celles non autorisées, il faut les respecter. Et oui, en effet, on est dans un climat de peur. Je me rappelle qu'au début, moi j'ai eu très très peur aussi. Je me suis dit, on va tous y passer. Donc heureusement, ça n'a pas été le cas, mais voilà. Et toi, Quentin, de par ton âge, comment tu vois les choses actuellement ? Comment tu vois ce transfert d'informations au niveau des médias pour le moment ? Alors, c'est une très bonne question parce que si je devais parler clairement, j'en fâcherais plus d'un. Donc, je vais essayer de me tenir un peu quand même. Nous sommes à une heure de grande écoute. Voilà, donc on va essayer de ne pas fâcher C'est ça. les Bon, personnes Joachim, je vais te importantes. demander bientôt pour avoir une tranche horaire, je sais pas moi, minuit, 1h du matin, où on La tranche pourra horaire lâcher tout bonus. ce qu'on veut, quand tu vois. Non, mais ici, on peut pas. mais non, je trouve qu'en effet, les médias sont un peu dans l'excès. C'est bien d'avoir de l'excès, mais avec modération pour faire un peu peur aux gens et les obliger à respecter ce qui est mis en vigueur
qui n'est pas toujours respecté, s'il n'y a pas ce risque, voilà, les amendes ou le risque de contamination, s'il n'y a pas ça derrière, bah oui, donc clairement personne ne le respecterait et tout le monde serait dehors en train de se balader, en train de faire le truc habituel. Donc c'est bien en soi de rajouter un peu plus que ce qui se passe vraiment, mais je trouve que personnellement on est un peu dans l'excès par rapport à ce qu'on devrait être. Tu as tout à fait raison, et surtout la facilité que l'on a à l'heure actuelle avec les médias et la vitesse à laquelle l'information circule n'arrange rien. J'en parlais justement tout à l'heure avec un voisin qui est un peu plus âgé, qui nous disait, tu sais, en 68, il y a eu la fièvre de la grippe de Hong Kong, qui a fait plus d'1 million de morts dans tout le monde. Et en fait, à l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas ce relais des médias qui nous faisait savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais qui surtout, cette surenchère aussi des médias qui rajoutent à chaque fois ce que l'autre a dit pour pouvoir avoir le dernier mot. Des médias et des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, oui, sur les réseaux sociaux, ça n'aide absolument pas. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose pour l'instant. Moi, je me rends compte, tu parlais du journal télévisé. En France, sur certaines chaînes, tu as le journal télévisé qui commence à 20h, mais à 19h50, ils te refont un point pré-journal pour être sûr qu'au cas où, avant le journal, tu sois déjà bien stressé, quoi. Comme si c'était pas possible d'insérer cette information-là dans le journal. C'est une mise en bouche. C'est ça, c'est une petite mise en bouche pour te dire « Ah oui, attends, t'as passé ta journée sans avoir trop peur. Attention, le journal arrive à 20h, donc à moins 10, on va quand même te remettre dans la situation. » Et c'est vrai que tout à l'heure, sur cette même chaîne, j'écoutais le journal de midi. Et en fait, il y avait des explications sur ce qui allait se passer avec l'école. Est-ce que les élèves vont retourner à l'école ? Est-ce que les élèves vont pas retourner à l'école ? Et il y avait une personne qui se plaignait à un moment donné, et a raison, on est bien d'accord, du fait que un jour on nous dit blanc, le lendemain on nous dit noir, une semaine après on nous dit encore autre chose. Alors c'est vrai que c'est facile aussi de critiquer et de dire « Ah ben oui, si j'avais la possibilité, je ferais ceci, je ferais cela ». Pourquoi est-ce qu'on a autant d'informations pour l'instant contradictoires ? D'abord parce que personne ne sait, il faut arrêter de rigoler, il n'y a personne qui sait où on va à l'heure actuelle. Et surtout, on adapte au fur et à mesure en fonction de ce qui arrive comme info, on adapte. Et c'est là que les réseaux sociaux et que l'information des médias est peut-être problématique, c'est que si on avait moins d'infos, on attendrait d'avoir des décisions claires et nettes avant de balancer tous les jours des nouvelles infos, et puis au final, de devoir dire « Oui, mais attendez, tout compte fait, ce qu'on vous a dit hier, on a changé parce qu'entre-temps, on a une nouvelle information qui est arrivée. » Exactement. Donc cette manipulation de masse et des médias pour l'instant, je dirais aussi d'une certaine manière, attention. Attention à ce que vous voyez, attention en plus la radio et la télé vous montrent ce qu'ils veulent bien vous montrer aussi, bien évidemment. Donc attention, gardez quand même toujours votre libre arbitre, gardez votre possibilité de recul par rapport à ça, et gardez aussi votre possibilité de pouvoir décortiquer l'information pour voir ce qu'il faut vraiment en retenir. Et protégez-vous. Et protégez-vous. On n'est pas obligé d'écouter les informations en boucle, en réalité. Aussi, c'est ça. Protégez-vous dans le sens, mettez de la distance par rapport aux informations, aux médias et aux réseaux sociaux, parce que, voilà, de temps en temps, un petit peu de silence et de recentrage sur soi, ça fait du bien aussi. Tout à fait. Alors, en parlant de ça, c'est vrai que quand on a mis l'émission en place, Lucia, on a un petit peu hésité pour les musiques, puis celle-là nous est venue assez spontanément. En mode, les hommes politiques notamment, qui parlent souvent pour ne rien dire. Et donc, on a pensé directement à Dalida avec Parole. Et oui, parole. C'est vrai qu'on aime bien d'entendre des doux mots parfois, d'entendre des belles promesses, des belles paroles, mais bon, il faut aussi pouvoir retomber les pieds sur terre. On vous avait dit qu'on allait parler du manipulateur pervers narcissique, le fameux. Et donc on va remettre ça bien au clair pour tout le monde, pour qu'on sache bien de quoi on parle, de qui on parle, et puis on s'intéressera un petit peu aussi à la place de la victime de l'histoire. Donc Lucia, tu peux nous refaire un petit topo sur les manipulateurs pervers narcissiques ? Tout à fait. Donc, on va d'abord commencer, avant de parler du pervers narcissique, finir sur le manipulateur.
Comment reconnaître un manipulateur? Oui, mais oui, parce qu'en fait, ils se baladent pas souvent avec un fanion sur la tête Je suis manipulateur. en disant je suis manipulateur, mais je ne te le dirai pas. Donc c'est vrai qu'il y a quelques points qui sont un peu similaires chez tous les individus de ce type. Donc voici quelques-uns. Le manipulateur est souvent empreint d'un orgueil démesuré et il a tendance à rabaisser les autres. Il emploie régulièrement la désinformation, le mensonge ou la calomnie. Il harcèle insidieusement en n'intervenant jamais directement, préférant pousser les autres à agir à sa place. Donc là, c'est vraiment de la manipulation. Mhm. Il prétend toujours agir pour une bonne cause et il reconnaît que très rarement c'est tort. Il parle souvent de manière détournée, en n'affirmant jamais rien de façon catégorique, mais en semant le doute dans l'esprit des autres. Comme ça lui laisse des opportunités pour rebondir au cas où. Il diffuse des rumeurs et véhicule les pires calomnies sans jamais qu'il donne l'impression de le faire. Il fait parfois passer des messages sous couvert de la franchise ou de la maladresse, mais c'est pas vrai, il n'est pas franc, ça jamais. Il n'affirme rien et ne fait que répéter ce qu'il a entendu ou ce que la rumeur publique dit. Il s'indigne instantanément lorsqu'on tente de le démasquer. Comment? Moi? Jamais je ferai quelque chose comme ça. Il n'assume rien, ni parole ni acte, et il tourne tout à son avantage. Il ne sait pas écouter les problèmes des autres, sauf lorsque cela lui permet d'atteindre un de ses buts. Il dévalorise beaucoup, il rabaisse souvent, il ment avec un aplomb incroyable, et il est capable de se contredire ou de désavouer ce qu'il vient d'affirmer quelques minutes auparavant. Enfin, ce qu'il a affirmé quelques minutes auparavant, mais d'un naturel, ça passe... C'est tellement naturel qu'on s'en rend même pas compte. Où on se dit, il a bien dit ça. C'est ça. J'ai mal compris. Il aime s'entourer d'incompétents au travail. En récompensant ceux qui travaillent mal, il s'assure des alliés qui lui sont très dévoués, car sans lui, il ne ferait plus rien. Donc il a soit un pouvoir en fait sur son personnel, et surtout, il épuise l'énergie de ceux qui sont à son contact. C'est évident que être au contact d'un manipulateur, c'est vraiment épuisant, ça c'est certain. Et on en connaît tous, on en a tous autour de nous. Et c'est vrai que ce sont ces personnes, ce qu'on appelle vraiment énergivores, ces gens qui sont capables de te bouffer une énergie de folie. Rien que quand tu les vois arriver, tu te dis non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des fameux vampires. Exactement, ce sont des vampires de l'âme. C'est ça. C'est exactement comme ça qu'on les nomme. Ils vampirisent tout. Toute énergie, ils les vampirisent parce que je pense qu'ils ne sont pas capables de la créer eux-mêmes, en fait. Ils vont la chercher chez les autres. Donc, maintenant, on va switcher vers le pervers narcissique. C'est un manipulateur malveillant, mais à un degré encore un peu plus poussé. C'est vraiment quelqu'un de pervers. Ça porte bien son nom et qui est centré sur lui-même pour le narcissique. Donc ici, voici 15 critères pour démasquer ou juste se rendre compte qu'on est en relation avec un pervers narcissique. Parce que, même si on va parler de la victime tout à l'heure, les personnes qui vivent autour de ce genre d'individus passent leur temps à être indécises, à ne jamais savoir si c'est elles qui ont raison, si c'est lui qui exagère. Donc peut-être que ceci, ça va vous parler si vous êtes en contact avec quelqu'un comme ça. Donc, il culpabilise les autres au nom d'un lien familial, amitié, amour, conscience professionnelle. Mais la culpabilité, c'est sa première arme. C'est la fameuse phrase que je te coupe, avec tout ce que je fais pour toi, qu'est-ce que tu ferais sans moi, et Exactement. blablabla. Exactement. Il reporte sa responsabilité sur les autres et se démet évidemment de toutes les siennes. C'est jamais de sa faute, ce sera toujours de votre faute, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas anticipé que peut-être il penserait à ça. Mm-hmm. Il ne communique pas clairement, ni ses demandes, ni ses besoins, ni ses sentiments. Comme on l'avait vu tout à l'heure, ça lui permet un petit peu de rebondir facilement du coup, et vous incriminez vous en disant mais je n'avais pas envie de ça, tu sais que je n'aime pas ça, et vous rend triste d'avoir ou de ne pas avoir fait ce qu'il voulait. Alors, comme il ne communique pas clairement, il répond évidemment de manière très floue. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations.
Ça, je rebondis. Alors, j'ai oublié de préciser au début de l'émission que quand on a préparé cette émission, toi et moi, on a été confrontés à ce genre de personnage, Tout à fait. manipulateur pervers narcissique. Et encore pas une fois, parce que comme on est dans le domaine psychologue, comme on est dans le domaine du coaching, on aime bien aussi de comprendre les choses. Donc, on l'a fait une fois, puis on a pris un deuxième exemplaire pour être bien sûr d'avoir bien compris le mode de fonctionnement. Au cas où il y aura encore des failles qui nous auraient échappé sur le premier modèle. Et c'est vrai que là, je rebondis parce que c'est le côté... la victime, elle vit un enfer, mais par contre, ce manipulateur, à l'extérieur, il est charmant. Il est adorable. Il a une image, mais alors, l'homme parfait. Ce sont des personnages très charismatiques. Ça fait vraiment partie de leur processus de piège. C'est d'abord être très charismatique, se faire aimer et apprécier des autres. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, en effet, tout à fait, Laurence. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Comme ça, on ne peut pas dire non, vu que c'est logique. Tu devrais faire comme ça, parce qu'au moins, comme ça, tu auras ceci, cela, cela. Bon, il s'en fout de ce que vous allez avoir. Lui, ce qu'il veut, c'est l'intérêt pour que vous agissiez comme ça. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis ou qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et questions. Donc, comme je disais tout à l'heure, on doit anticiper ses besoins, ses sentiments, ses changements d'humeur et d'opinion. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. Donc quand on est en contact avec quelqu'un et qu'avec cette personne on se sent toujours moins que rien et plus petit qu'une fourmi, on a déjà des questions à se poser. C'est ça. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on ne passe pas son temps à le rabaisser. Il fait faire ses messages par autrui, grande forme de lâcheté. Il sème la zizanie et crée la suspicion et il divise pour mieux régner. Ça, c'est son petit tour. Alors, il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Donc, si vous avez le malheur d'être quelqu'un avec des valeurs et des principes moraux, attendez-vous à ce qu'il soit retourné contre vous pour que vous fassiez ce qu'il veut. Il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. Quand il sent qu'il va être pris au piège, hop, on va ailleurs. Il évite ou s'échappe de l'entretien de la réunion. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. Il ment. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Il est égocentrique. Il peut être très jaloux, voire possessif. Il ne supporte pas les critiques et nie les évidences. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui. Son discours paraît logique, cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. Donc là, moi je relève de ne pas écouter ce que les autres disent, mais plutôt de regarder ce qu'ils font pour les connaître. Il flatte pour vous plaire, il fait des cadeaux, il se met soudain aux petits soins pour vous. Et puis un jour tout ça disparaît. Il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas fait de notre propre gré. Il nous convainc qu'on a envie de le faire. Il fait constamment l'objet des conversations, même lorsqu'il n'est pas là. Extrait d'un livre d'Isabelle Nazara, « Les manipulateurs sont parmi nous ». Donc en effet, on en a beaucoup parmi nous. Ouais. C'est ça. Parce que bien sûr, il faut savoir que... alors on parle toujours de manipulateurs, mais on oublie qu'il y a aussi des manipulatrices. Et qu'il y a des femmes qui sont manipulatrices perverses, narcissiques mais non. aussi. Nous, c'est que la manipulation c'est ça, positive. Nous, que la manipulation positive. Et c'est d'autant plus tabou quand on est face à des manipulateurs, donc des manipulatrices, parce qu'on va en parler au niveau des victimes. Le sujet d'être victime d'un manipulateur, pendant des années, a été vraiment quelque chose de totalement tabou. C'était pas possible d'en parler. Encore beaucoup d'hommes à l'heure actuelle sont victimes de violences conjugales ou de manipulatrices, et n'osent pas en parler parce qu'en plus c'est pas possible qu'un homme se laisse faire et c'est pas possible Exactement. qu'un homme se laisse avoir. Mais ça ne s'arrête pas à la violence physique, c'est aussi la violence mentale, verbale. Et c'est le plus souvent par là que ça passe. Et je pense que les mots font aussi mal qu'un coup et voire peut-être plus de dégâts en profondeur.
Donc ici, moi, je peux rajouter par rapport au pervers narcissique que c'est vraiment un porteur d'une maladie mortelle pour la personne qui le subit. Nous retrouvons cette psychopathologie. Donc moi, je m'arrête ici parce que c'est, comme Laurence l'a dit tout à l'heure, c'est un mot qu'on retrouve un peu partout, un peu un mot à la mode, le pervers narcissique ou le manipulateur narcissique. C'est faux. Il y a un petit pourcentage de personnes qui sont réellement un pervers narcissique. Par contre, on peut être quelqu'un d'égoïste, de narcissique, sans être pervers narcissique. Donc il faut vraiment faire attention, c'est vraiment une psychopathologie. Plus particulièrement chez les hommes, mais comme Laurence vient de le dire, il y a quand même certaines femmes qui en sont aussi capables. Alors, parfois notre compagnon, ou notre compagne évidemment, parfois notre mère, parfois notre fils. C'est quand même compliqué si à un moment donné on se rend compte que son propre fils est un pervers narcissique. Parfois il est notre collègue, notre patron, et là on est complètement sous sa coupelle. Ou même un ami qui nous veut tant de bien, soi-disant, et puis que finalement il est très sympathique, brillant, altruiste, timide, etc. Et puis on se rend compte que finalement il ne nous valait pas du bien, que les choses qu'il prétend nous vouloir, c'est parce que ça sert ses propres intérêts. Donc, le pervers narcissique, il se trouve partout, tapis dans l'ombre, de son sourire bienveillant, et il est prêt à foncer, à fondre sur sa proie avec une telle habileté que la future victime ne s'en rend pas compte. Et là, on va aborder le thème de la victime. Quentin, est-ce que d'abord tu as un commentaire à faire par rapport à tout ce qui a été dit sur les manipulateurs pervers narcissiques ? Alors non, pas vraiment, juste revenir sur le manipulateur, je veux dire juste pervers, pas forcément pervers narcissique, ou plutôt celui, le vampire, on peut en retrouver, alors c'est aussi un peu tabou de dire ça, moi je me gâte, c'est le sensible malheureusement, mais dans les établissements scolaires, malheureusement, certains professeurs, éducateurs ou autres ont cette capacité de vraiment prendre l'énergie des autres, pas forcément en les rabaissant, mais avec des faux espoirs ou des choses dans le genre, et c'est une manipulation qui est bien présente, pas assez démontrée et qui fait beaucoup de dégâts. C'est ça. Et là, tu touches à un sujet important et qui rentre dans le cadre justement de la victime, c'est que très souvent, les manipulateurs pervers narcissiques ou les manipulateurs tout court ont des positions de pouvoir, ou en tout cas finissent par l'acquérir. En tout cas, par rapport à la victime. Voilà, par rapport à la victime. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand on discute avec des personnes qui n'ont jamais été confrontées à des manipulateurs pervers narcissiques, c'est un peu comme les femmes battues. La première chose qu'on va te dire, c'est « Mais en fait, qu'est-ce que tu fais là ? Tire-toi. Si ça ne te plaît pas, va-t'en. » Sauf que quand on est dans cette situation-là, d'abord, il faut très longtemps à la victime pour s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le manipulateur, il n'arrive pas avec son petit fanion et son gyrophare sur la tête. Donc c'est hyper insidieux et ça se fait petit à petit parce que ce sont des gens qui sont hyper intelligents. Alors pas toujours très instruits, mais très intelligents, c'est pas la même chose, n'oublions pas. Ce sont des personnes qui arrivent à se mettre vraiment au niveau de leur proie, et là on peut parler vraiment de proie, et bizarrement, ils vont aller chercher des personnes qui ont un caractère très fort et des personnes qui ont justement une personnalité très importante. Il ne faut pas oublier que de nombreuses personnes ont à l'extérieur une personnalité très forte, un côté très assuré, un côté je suis capable de faire plein de choses, alors qu'en fait ça ne fait juste que de masquer un manque de confiance en soi énorme. Et le manipulateur, surtout le manipulateur pervers narcissique, a un détecteur de failles et en fait va directement repérer vos failles et va directement les analyser pour pouvoir s'y engouffrer. Alors il ne le fait pas tout de suite, il le fait vraiment, comme je l'ai dit, de manière hyper insidieuse. Parfois ça met des mois avant d'être dans les griffes de ce genre de personnage, et donc c'est là que pendant quelques mois, mais vous avez le gendre idéal, vous avez l'homme parfait, oh, mon Dieu qu'il est gentil, oh, c'est un patron en or, oh, c'est ceci, c'est cela. Et puis, insidieusement, petit à petit, en fait, la tendance va s'inverser et ça va être tout le temps de votre faute. Ça va être tout le temps vous qui avez fait quelque chose, ça va être tout le temps vous qui n'êtes pas à la hauteur, ça va être tout le temps vous qui êtes en cause. Donc, c'est à ce moment-là que l'entourage, parfois, commence à voir qu'il y a un problème.
va en parler à la victime, sauf que la victime, c'est fini, elle est ferrée. Et plus vous allez essayer de dire à la victime, attention, il se passe un truc, regarde, c'est pas normal, tire-toi, reste pas, plus le manipulateur en fait va tisser sa toile autour, et la meilleure manière qu'il a de la tisser, c'est quoi? C'est de l'isoler. C'est de dire, ben regarde, tu vois, celui-là, tout compte fait, il m'aime pas. Alors là, il va passer en victime, et il va vraiment faire tout ce qu'il faut pour que sa victime, sa proie, se retrouve totalement isolée, prise dans ses filets. Et c'est là qu'on se rend compte de nombre de personnes qui, du jour au lendemain, ne vont plus voir les copains, ne donnent plus de nouvelles, s'éloignent de la famille et arrêtent d'aller au travail ou des choses comme ça. Et j'ai juste envie de faire une petite aparté. Il y a pas longtemps, j'avais écouté une émission sur un monsieur qui était victime d'une manipulatrice perverse narcissique, qui a été sauvé par les enfants de cette femme, qui ont en fait à un moment donné appelé sa famille à lui. Et le gars, il s'est retrouvé, mais on parle de quelqu'un qui a une quarantaine d'années, il s'est retrouvé du jour au lendemain, après quelques mois, à ne plus avoir de téléphone, ne plus aller bosser, ne plus avoir la possibilité de contacter personne. Il était battu, il a atterri 3 fois aux urgences, et en fait il a écrit un livre, il raconte son histoire. C'est vraiment très poignant à écouter, parce que on se rend compte que clairement il voit rien du tout arriver, et que petit à petit elle tisse vraiment sa toile. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Quentin, par rapport à ces personnes aussi dans le domaine scolaire ou dans le domaine du travail, qui jouent ce rôle justement qui utilisent leur abus de pouvoir en plus pour asseoir leur côté manipulateur. Donc c'est important quand vous êtes... alors je vais m'adresser d'abord à la famille et à l'entourage des victimes en disant, ça ne sert à rien d'essayer de secouer une victime de manipulateur pervers narcissique, ça ne sert à rien d'essayer de lui ouvrir les yeux, ça ne sert à rien de lui dire d'aller voir ailleurs et de partir, parce que de toute façon elle en est incapable, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, très souvent, il y a aussi des menaces. Menaces sur la victime, menaces sur l'entourage. Donc voilà, il faut aussi savoir que la personne est capable de vraiment ferrer sa proie très très fortement. Il est plus facile souvent de rester juste disponible et de petit à petit essayer de faire prendre conscience à la personne que la situation n'est pas normale. Très souvent, qu'est-ce qui fait qu'on quitte un manipulateur? C'est quand on rencontre quelqu'un d'autre, par chance, qui nous fait nous rendre compte que tout compte fait, la relation dans laquelle on est, elle n'est pas normale. Qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a un truc qui cloche. Donc c'est hyper difficile de sortir quelqu'un de cette situation-là. Et pour les victimes, j'aurais envie de leur dire, dès que vous voyez, comme tu le disais tout à l'heure dans la liste, qu'il y a une situation de malaise, qu'il y a un clivage dans la relation, qu'il y a un truc qui déraille et qui commence à plus être comme avant, c'est là qu'il faut commencer à se poser les questions, et c'est là qu'il faut refaire un peu le bilan de la relation et de se dire, mais tout compte fait, qu'est-ce que j'en retire de positif? Qu'est-ce que moi réellement j'en ai de positif? Et c'est là, je pense, toute la problématique de la victime, c'est d'arriver à pouvoir prendre du recul par rapport à une situation comme celle-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurence. Tu as vraiment bien mis le mot sur l'attitude que l'entourage doit avoir pour que ça se passe au mieux. Et je voudrais rajouter un mot à l'attention des victimes. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas parfait, c'est pas parce que vous commettez des erreurs que vous êtes forcément quelqu'un de mauvais. Parce que ça, c'est vraiment le premier critère du pervers narcissique, où il va toujours mettre en avant les défauts et les erreurs que la victime a pu faire. Et du coup, cette même victime, quand elle va parler avec son entourage, et que son entourage va lui dire « Mais en fait, c'est pas normal qu'il te traite comme ça. Tu vois bien que là, il t'a menti. Tu vois bien que là, il ne te respecte pas. » Mais la victime, elle va se dire « Oui, mais moi, j'ai fait ça. Oui, mais moi, je suis pas parfaite. Oui, mais moi aussi, je fais des choses comme ça. S'il a fait ça, c'est parce que je n'ai pas fait ça. » Non, c'est pas vrai. On peut ne pas être parfait et on a quand même le droit au respect. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience, en tout cas. Tout à fait. Et là, je tiens juste à un petit point, que ce soit pour les victimes, les futures victimes, ou les familles de victimes ou futures victimes, il n'y a pas d'âge. Exactement. Ça peut arriver à tout âge. Alors,
bien évidemment, je peux dire qu'à 3 ans, ça arrivera, quoi. Avec modération et avec un peu de raison. À partir du moment où on a la capacité d'agir et de réfléchir vraiment par soi-même et de prendre ses propres décisions, ça peut se déclencher très tôt. Moi, je connais des personnes qui ont le même âge que moi, qui sont malheureusement dans une situation comme ça. Et oui, on a essayé et on a bien vu que ça ne servait à rien, que ça empirait les choses. Donc, on a arrêté. On s'est dit qu'il découvrirait par lui-même quelqu'un, voilà, comme tu dis, une rencontre inattendue qui va lui faire comprendre que c'est pas comme ça. Et voilà, vraiment, il n'y a pas d'âge, et si vous voyez, si vous écoutez et que vous voyez que vous avez une relation un peu particulière dans le même genre, ou que vous avez quelqu'un de votre famille qui a ça, ou alors que vous êtes le pervers en question, ben, remettez bien tout en question et essayez d'agir, mais sans trop en faire non plus pour pas empirer la situation. C'est ça, parce que plus on va dire à une victime, celui-là il n'est pas bon pour toi, comme tu le disais, la victime le pervers a tellement bien tissé sa toile qu'en fait on est face au... C'est un petit peu comme le syndrome de Stockholm avec les... Tout à fait, il y a une dépendance. C'est ça, il y a une dépendance qui se met, et surtout une défense. C'est comme l'enfant qui est battu par ses parents qui va défendre ses parents, c'est comme la personne qui a été kidnappée qui va défendre son kidnappeur. Ici c'est pareil, à partir du moment où vous allez attaquer le pervers narcissique, la victime va le défendre. Donc c'est pas en attaquant le pervers que ça va changer les choses, c'est en entourant la victime que vous allez pouvoir lui faire prendre conscience qu'elle a de la valeur et qu'elle vaut quelque chose. Plutôt lui amener des preuves que de... Voilà, de changement et d'attaquer. Voilà. Que d'attaquer, exactement. Et c'est vrai qu'on rentre un petit peu aussi dans ce fameux triangle dramatique de Cartman qu'on a déjà abordé dans une autre émission, où la personne en plus va passer son temps à passer du rôle de victime, persécuteur et sauveteur, puisque le manipulateur pervers narcissique a aussi cette capacité très souvent de basculer en victime, parce que c'est pas de sa faute, c'est pas lui, c'est les autres qui ne l'aiment pas, voilà, tout le monde est contre lui, et puis d'arriver à sauver cette fameuse victime qu'il a pris dans ses filets en lui disant mais regarde, heureusement que je suis là parce que ton entourage t'abandonne, tu vois bien que si j'étais pas là, avec qui est-ce que tu resterais. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le triangle dramatique, quand ça porte très bien son nom, et c'est vraiment un sujet qui est important à pouvoir aborder. On va faire une petite pause après toutes ces informations et on va passer à une chanson de Garou en fait qui s'appelle Du vent des mots, qui est vraiment typé sur ce qu'un manipulateur va vous dire pour essayer de vous faire changer d'avis, pour essayer de se dire qu'il va changer, parce que non, un manipulateur ne change pas, c'est pas possible. C'est une maladie dont on a parlé tout à l'heure, c'est clairement psychopathologique, donc c'est pas lui qui va un jour se dire « Oh, ben, allez, je vais redevenir gentil, je vais arrêter de manipuler la personne ». C'est vraiment, vraiment, vraiment une affection, et c'est quelque chose que la personne ne peut absolument pas du tout changer chez elle. Donc voilà, c'est parti pour Garou, Du vent des mots. Allez, un petit peu de légèreté, ça a fait du bien. Et donc, pour clôturer et pour terminer, et en plus je pense que nous allons de nouveau déborder sur l'émission, ce confinement nous aura permis juste de pouvoir profiter, c'est ça, de faire des émissions d'1h30 au lieu d'1 heure. On avait dit qu'un jour on finirait par en faire une de 2 heures, on avait dit. Et pour clôturer, ce que je voudrais vous proposer, c'est de passer en revue les signaux d'alerte, les signaux d'alarme, les warnings, on va dire, qui font que vous devez commencer à vous poser des questions. Et que quand vous êtes face à... C'est un petit peu l'état de... Comment est-ce qu'on appelle les 15 signes, la checklist. Et de se dire s'il y a des checks et s'il y en a un peu trop, à ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir les 15 cochés pour que ce soit un manipulateur pervers narcissique ou un manipulateur tout court. Mais surtout... c'est le cumul de tout ça qui fait qu'il faut commencer à vous inquiéter. Et là, je vais laisser Lucia énumérer les 15 cases. Et après, elle vous donnera aussi les coordonnées d'une association, par contre, qui vient en aide aux victimes et en expliquant ce qu'ils font. Vas-y, je te laisse la parole. Merci Laurence. Donc voilà, comme elle a dit, je vais vous citer les 15 signes avant-coureurs. Maintenant, attention, quelqu'un qui présente 1, 2... signe que je vais vous citer n'est pas forcément un pervers narcissique. Il faut quand même un cumul de plusieurs points pour le qualifier de pervers narcissique.
Parfois, nous avons, même les gens normaux, ont des défauts. Oui, j'ai aussi. Donc voilà, je vais vous les Parfois. citer. Parfois, oui, de temps en temps. Alors, 1. Il parle de façon peu respectueuse de ses anciennes conjointes. Et il vous fait croire que vous êtes la meilleure, la première à bien le traiter. Il vous manque de respect, violence psychologique, dans sa façon de parler ou de faire. Il vous rend des services dont vous ne voulez pas. Et il fait preuve d'une générosité qui vous met mal à l'aise, ce qui va vous rendre redevable. Il veut tout maîtriser et contrôler. Un contrôle absolu. Il est très 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 possessif. Vraiment, c'est démesuré. On peut être un peu jaloux parce qu'on aime son partenaire et qu'on n'a pas envie de le perdre. Ça se discute quand même. Mais là, on est vraiment dans une possession qui est malsaine. Donc rien n'est jamais de sa faute. Il y a des choses qui reviennent. Il est évidemment égocentrique. Donc tout est tourné sur lui-même, ses besoins, ses ressentis et pas vous. Alors, très souvent, il consomme des drogues ou de l'alcool. Très souvent, mais pas toujours. Il vous soumet à une grande pression pour ce qui est des relations sexuelles. Il veut s'engager trop vite dans la relation. C'est aussi une façon d'avoir le pouvoir sur quelqu'un. Une fois qu'on est lié, parce qu'on a l'appartement, les meubles, etc., on réfléchit quand même 2 fois avant de prendre son sac et se barrer. Il cherche à vous intimider lorsqu'il est en colère, avec un ton très menaçant, agressif, avec des mots qui vont vraiment vous mettre dans l'émotion de la peur. Il a des doubles standards. Donc ça veut dire qu'il n'applique pas à lui-même ce qu'il attend des autres. Il peut se permettre des choses et les autres n'ont pas intérêt à lui faire ce que lui fait aux autres, par contre. Il vous traite différemment en présence d'autres personnes et il est attiré par la vulnérabilité de sa partenaire. Donc il y a certains points qu'on avait déjà vus tout à l'heure. Ça lui permet d'avoir le rôle de sauveur. Donc on revient sur notre triangle dramatique. Et il tourne. Sauveur, victime, bourreau. Sauveur, victime, bourreau. Tout le temps. Donc si vous pensez que vous êtes victime d'un pervers narcissique ou que vous connaissez quelqu'un qui est susceptible d'être victime, j'ai trouvé une association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques qui est située à Saint-Étienne, mais qui est accessible via Internet dans toute la France. Cette association donc vient en aide aux victimes. Elle propose une aide juridique, des avocats, des groupes de parole. Elle accompagne les victimes de manipulateurs de pervers. Je recommence. Les victimes de manipulateurs pervers narcissiques dans leur démarche, si à un moment donné elles doivent partir, quitter une maison, un mari, etc. Ou tout simplement, elle est là pour vous informer, vous écouter et répondre à toutes vos questions. Elle propose des actions de prévention, elle propose des ateliers thérapeutiques, des conférences et plein d'autres choses, évidemment. Ici, c'est un résumé. Donc, n'hésitez pas, je vous répète le nom de l'association, Aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, située à Saint-Étienne. Donc n'hésitez pas, on la trouve sur Google, c'est le premier résultat. Les contacter par Internet. Et si vous êtes sur la région, carrément, vous pouvez aller sur place, quoi. Tous les services qu'ils proposent sont aussi disponibles dans toute la France. Les avocats, les thérapeutes, etc. C'est pas juste à Saint-Étienne, d'accord ? Donc n'hésitez surtout pas, même si vous avez le moindre doute, que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez les contacter, expliquer votre situation et eux vont vous guider et puis surtout ça vous fera aussi du bien de pouvoir décharger, expliquer à quelqu'un, à des professionnels ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a abordé tous les sujets. La chose la plus importante, c'est vraiment, vraiment de se rappeler que quand on est confronté à ce genre de situation, que ce soit pour nous, pour la famille donc des victimes, c'est, comme tu l'as dit, Lucia, c'est de pouvoir venir en aide, de pouvoir apporter un soutien et de pouvoir simplement se rendre compte qu'il y a quelque chose et peut-être tirer une sonnette d'alarme. Quentin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport au fait que c'est toi qui avais lancé le thème de l'émission ? Non, pas tant que ça, à part le fait que du coup on a bien abordé le sujet comme je le voulais, on a levé un peu le tabou sans pour autant l'enlever complètement, on a abordé les sujets sensibles sans attaquer non plus,
Et ça permettra sûrement à beaucoup de personnes, que ce soit victimes, futures victimes, familles de victimes, ou même des proches d'autres personnes qui sont en lien, soit de près, de loin ou de très loin, mais qui connaissent, de pouvoir aider ou se rendre compte qu'il y a, il y a en effet des problèmes et qu'il faut peut-être agir sans pour autant attaquer. C'est ça, exactement. Je pense qu'on a fait le tour et on va terminer avec un peu de légèreté dans cette émission qui a quand même été un peu bien plombée. Mais on va terminer par, alors oui, c'est l'histoire d'un manipulateur qui fait ce qu'il faut pour arriver à ses fins avec une charmante demoiselle. Mais bon, c'est tellement bien tourné, c'est tellement bien chanté que, plus ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous l'avez entendu, vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Hein. Donc voilà, donc je sais que vous allez nous détester très vite parce que vous allez la fredonner très longtemps. Et donc je laisse la parole. Avant ça, je vais dire au revoir à mes acolytes. Hein. Donc Lucia, je ne vais pas dire au revoir puisqu'on va encore se voir quelques jours. Hein, dans une minute. C'est ça, c'est au revoir aux auditeurs en tout cas. Au revoir. Merci beaucoup pour cette émission, elle était vraiment sympa. Mais avec grand plaisir. Quentin, toi pareil, c'est au revoir, mais c'est dans une minute. Oui, c'est ça. Donc, je vous remercie comme d'habitude pour votre attention. Donc, l'émission sur podcast, sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas et on laisse la parole à Patrick Bruel pour Mon amant de Saint-Jean. Au revoir. Au revoir. Au revoir.